qui veulent défricher des terrains inexplorés et les mettre en valeur. De retrouver cette humanité commune qui nous unit, que ce soit d'un continent à l'autre, que ce soit au centre-ville de Sherbrooke. Bonjour, bon matin, merci. Je connaissais pas Creative Morning du tout, puis mon bureau est juste plus bas à côté de chez Estriade, alors je ne comprends pas, mais je ne l'ai pas vu. Alors, je l'ai appris quand on m'a invité, fait que je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Et je remercie aussi Claude Bello d'Estriade, parce que je pense que Claude a fait une présentation aussi au Creative Morning, puis c'est lui qui a pensé à donner mon nom pour le sujet. Donc, ce qui m'a forcé, avant mes vacances, à travailler sur le thème de la justice, mais en le liant avec les objectifs de Creative Morning, donc de prendre sous un angle d'innovation et de créativité. Faisant ça, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à le faire parce que l'organisme Équijustice Estrie et le réseau Équijustice, qui compte 23 Équijustice au Québec, qui est réseauté, on œuvre depuis une trentaine d'années en justice, mais on n'est pas des avocats, on n'est pas des juristes, nous sommes des intervenants sociaux qui, à partir de recherches en criminologie, d'études en criminologie et autres, on a développé une approche en gestion de conflits, en justice réparatrice, et à travers, puis vous savez comprendre pourquoi, à travers ces 30 ans-là, on a réussi à apporter de l'innovation dans le système de justice et dans la justice, je vais dire, du point de vue citoyenne ou civile aussi. Donc, je vais essayer de vous parler de ces choses-là ce matin. Donc, des fois, je vais aller voir mes papiers. Je suis obligé de faire ça avec des lunettes de soleil. Je fais rockstar de bonne heure le matin. Normalement, je ne suis pas levé à cette heure-là avec des lunettes de soleil. Mais bon, ça sera ça. Je vais mettre mon petit chronomètre parce que je peux vraiment m'emballer et être ici seul après le dîner. Fait que je pense que je vais m'organiser avec mon affaire. Alors, il y a quelque chose d'important qu'il faut que je dise, deux choses importantes d'emblée. Un système de justice, premièrement, on a un bon système de justice. Au Canada, au Québec, c'est un bon système de justice. Mais un bon système de justice, ça ne veut pas dire que c'est un système de justice parfait, mais il est bon. Et un système de justice, par sa nature, c'est conservateur. Parce que ça fonctionne avec des codes, c'est complexe, on règle des difficultés dans la société, humaine dans la société. C'est ça qui fait en sorte que tout ce système-là, étant donné que c'est un système qui est là pour faire en sorte qu'on soit capable de vivre ensemble de manière harmonieuse, et c'est un système qui fait en sorte de nous protéger aussi dans notre vie en civilisation, okay, si je le dis comme ça. Donc, changer des choses dans un système de justice, on peut avoir des idées super intéressantes, mais pour les mettre en application dans le système de justice et faire changer ça, c'est très difficile. Ça prend de la détermination, ça prend de la patience, ça prend du travail et ça prend aussi... on ne peut pas s'improviser quand on fait ça. Il faut le faire avec l'appui scientifique du droit, des gens de droit, des gens en criminologie, des gens en travail social, toutes sciences confondues qui peuvent toucher l'être humain et la justice. Il faut aller là pour présenter des projets innovants. Donc, dans mon propos, évidemment, Équijustice travaille avec le système de justice, et le système de justice est important, donc il ne faut pas interpréter mes propos comme étant Équijustice et contre le système de justice, on travaille avec. Là, si je parle d'innovation et de créativité, ça vient avec une certaine critique, puis il y a des affaires que je ne vous apprendrai pas de toute façon, parce que vous les voyez dans les médias, parce que vous les vivez peut-être aussi. L'autre chose, c'est qu'Équijustice travaille autant avec délinquants, victimes, collectivités.
Donc, on n'est pas partisan je ne veux pas dire partisan, c'est peut-être mal dit, mais je ne veux pas dire qu'on travaille sur l'aspect de la délinquance ou de la victimologie. C'est une organisation qui travaille de manière impartiale avec tout le monde. Donc, peu importe l'âge, peu importe le statut social, c'est là où la justice pour nous est importante parce qu'elle devrait s'adresser à tout le monde. Donc, quand on parle de justice et de créativité et d'innovation, d'emblée, surtout en démocratie, il faut que ça s'adresse à tout le monde de manière équitable. Il ne faut pas que la justice ne soit disponible que pour certaines personnes, certaines classes. Et on vit quand même ces difficultés-là. Alors, là, la première question qu'on m'a posée, c'est, je fais jamais ça, mais là, je suis obligé. C'est comme une règle. Hein? Moi, on m'a dit, fais un lien avec toi et le thème. Alors là, j'ai essayé de voir ce que je pouvais faire. Et ce que je vais faire avec vous, c'est un petit peu de vous sensibiliser au fait que, on se sensibilise au fait que nos cerveaux font des liens, évidemment, spontanément, très rapidement, puis on ne s'en aperçoit pas des liens que notre cerveau fait. Et quand notre cerveau fait des liens, ce n'est pas toujours des bons liens. Pour lui, là, ça lui fait du bien probablement là, de s'équilibrer en faisant ces liens-là, mais ce n'est pas toujours des bons liens. Puis dans ma présentation, on va aller voir ce que ça peut produire quand on a un regard sur la criminalité ou sur la justice. Donc, la première chose, mais méfiez-vous de vos cerveaux, puis il faut que je me méfie du mien. Première chose. Bon, dans mon histoire personnelle, j'ai passé mon enfance dans un salon funéraire. J'ai été élevé dans un salon funéraire. Quel lien avec la justice? Je vous laisse 5 secondes, puis vos cerveaux sont en train de faire des liens. Le mien, je n'ai trouvé un. Je me suis dit que la mort est la seule réelle justice en ce moment. Y en a-tu qui avaient fait ce lien-là? Je savais. OK. 2, mes parents se sont divorcés dans les années 70, c'était marginal. C'est vraiment marginal. C'est dans les premières personnes qui se divorçaient dans les années 70. Alors, conflits, tribunaux, etc. Quel lien vous faites avec ma job? J'en ai un peu dit, hein? Alors, les liens brisés, l'injustice qu'on vit là-dedans, les dommages que ça cause, les conflits. Bon. Ensuite, à ces époques-là, j'ai vécu simultanément dans un monde riche et dans un monde de pauvreté, en même temps. Alors, quel lien ça a avec ma job? Bien, les inégalités sociales, les injustices, le pouvoir entre les mains d'un groupe par rapport à un autre. J'ai fait un bac en adaptation scolaire à l'Université de Sherbrooke. Quel lien ça a avec la justice? Il n'y en a pas. Moi, je ne l'ai pas trouvé. Wow! Ça, je savais que ça pourrait arriver. Hein? S'il y a un coup de vent, il faut que je ramasse ça. Si ça baisse, il faut que je monte ça. Puis si j'ai une prendre gorgée, je vais là. C'est ça. C'est bon. Ensuite, je suis une personne créative. Je suis auteur, compositeur, interprète. J'ai fait des albums. J'ai gagné le Festival de la chanson de Granby. Je fais ça dans ma vie aussi. Quel lien que ça a avec la justice? Shit, ça va toujours baisser. C'est pas grave. OK. Non, on ne peut pas serrer parce que c'est fait, c'est le duct tape qui est supposé d'organiser ça. OK. Donc, alors, le lien avec le côté artistique de l'affaire, y a-t-il un lien avec la justice? Pour moi, dans le travail que je fais, il y en a un parce que c'est toute la question de créativité, d'innovation et de donner quelque chose aux gens. Donc, je fais un lien là. Donc, ce petit exercice-là, c'est pour vous dire que je me suis forcé pour faire des liens. J'ai pris des liens spontanés qui me sont venus comme ça. Il y en a d'autres que j'ai cherchés. Ça ne veut pas dire que ce que je viens de vous dire là, ce n'est pas nécessairement à cause de ça que j'ai choisi ce job-là. Ce n'est pas à cause de ces liens-là nécessairement que je fais de la justice aujourd'hui. Mais mon cerveau me fait des liens comme ça. Donc, méfiez-vous de ça parce que quand vous voyez dans les médias des informations sur des jugements ou sur des criminels ou des victimes, vous êtes influencés. Vous êtes influencés, en fait, nous sommes influencés par
par une manière de penser qui est assez structurée, qu'on ne s'aperçoit pas, qui est démontrée en criminologie, dont je ne vous sortirai pas le terme scientifique, et qui fait en sorte que rapidement, on va porter un jugement en quelques secondes sur une situation qui nous semble injuste. Mais ça ne veut pas dire que ce que vous pensez quand vous voyez ces situations-là, c'est nécessairement la meilleure manière de penser. Donc, notre éducation, notre culture, nos expériences de vie, nos perceptions, ce que ça nous fait vivre comme émotions et sentiments, ça vient tout nous influencer, évidemment, quand on voit ces situations, ou quand on les vit aussi. Mais je vais y revenir dans ma présentation. Alors, moi, je vous entretiens un peu de justice sur l'aspect de la réaction sociale. Donc, quand il y a des comportements qu'on considère inadéquats, qui sont inscrits dans des codes, qu'on trouve inacceptables, bien, il faut qu'il y ait un système de justice qui réagisse. Donc, c'est une réaction sociale à ces gestes-là. Je vous entretiens de cette manière-là. Et pour vous dire aussi que la justice, c'est un concept virtuel. C'est un concept, c'est virtuel, ça n'existe pas pour vrai. On a inventé ça, mais je veux dire, vous ne trouverez pas dans la nature là, la justice dans la forêt. Là. On a inventé ça pour être capable de fonctionner ensemble. Puis on pense que ça nous prend ça. Donc c'est une invention, mais on pense à la justice quand on dit équité, sécurité, relations humaines, fonctionnement de société, protection, ce que je vous ai dit tantôt. Bon, alors le système de justice, vous le savez très bien aujourd'hui, a besoin d'être modernisé. Vous le voyez dans les médias. Depuis 2014, ça fait déjà 5 ans, là, presque. Depuis 2014, il y a des bouleversements dans le système de justice et le système de justice se dit problème d'accès à la justice, problème de coût aussi qui touche l'accès à la justice, problème de délai où les procès durent longtemps, donc on a trouvé des solutions à ça. Et le système de justice commence à regarder, à faire autre chose pour être capable de rendre encore. Alors, de rendre la justice encore de meilleure façon et de faire en sorte que tous puissent en bénéficier équitablement. C'est un gros projet de société. Ça fait 5 ans. Il y a quelques trucs qui se sont passés. Ils sont intéressants, je vais vous en parler tantôt. Mais il y a encore beaucoup à faire et nous, on y participe. On est vraiment au centre de ces changements-là. Alors, que dire maintenant? Donc, la justice évolue dans l'histoire. Et quand je vous parle de justice pénale, je ne veux pas qu'on confonde ça avec le système de justice pénale, parce que quand on parle de justice pénale, on parle de réaction pénale. Et une réaction pénale a pour but de faire souffrir la personne qui a commis le crime. Et quand je vous dis que nos manières de penser rapidement, là, vous allez vous en rendre compte si vous y arrêtez, c'est que spontanément, quand on est face à une information, qu'on vit une situation comme ça, la première chose, c'est qu'on veut que l'autre personne qui nous a fait ça ou qui a fait ça à quelqu'un souffre. C'est rapidement comme ça parce que c'est ancré depuis des centaines et des centaines d'années dans notre évolution. Alors, pour changer ça, pour humaniser ça, ça prend du temps. Alors, on est parti évidemment de loin avec des réactions sociales très, très cruelles. Ça s'est modernisé, amélioré. Et on est arrivé à des réactions plus réhabilitatives où on veut traiter le délinquant, on veut faire en sorte que le délinquant se guérisse, si je prends ce terme-là, avec des thérapies puis avec toutes sortes de choses comme ça. Ça, on est beaucoup là-dedans, en pénitencier ou « Ah, c'est gentil! » Ça va bien marcher, hein? Puis le vent va pouvoir comme passer dans un petit trou, puis ça va faire voler mes feuilles. Non, ça va être parfait. Okay. Alors, donc, quand on parle de réaction pénale, faire souffrir un délinquant, puis là, je fais ça vite, hein, parce que j'en aurais pour longtemps avec tout ça, ou réhabiliter le délinquant, tout est focusé sur le délinquant. Les services sont tous sur le délinquant, ce qui a fait réagir beaucoup à travers le temps les groupes de victimes qui disaient « On n'a pas de place, nous, au chapitre, on n'a pas le droit au chapitre, on n'a pas de place dans le système de justice, on aimerait avoir une place plus grande dans le système de justice parce que là, c'est les contrevenants qui ont des services puis les victimes n'en ont pas. » Ce qui a changé depuis le temps. Et là, on arrive avec la question de la justice réparatrice qui fait en sorte de mettre les acteurs que je vous ai dit tantôt, délinquants, victimes, communauté, ou 2 personnes en conflit, c'est pas obligé d'être criminel, 2 personnes en conflit et la collectivité,
de pouvoir les mettre en contact pour qu'ils échangent, pour qu'il y ait un dialogue, pour faire en sorte de régler ou de gérer mieux la situation. Donc, l'idée, c'est de dire, dénoncer des situations demeure toujours important. Ne laissons pas des situations perdurer. Mais porter plainte, c'est différent. Donc, on n'est pas obligé de porter plainte dans une société, mais dénoncer, on peut toujours dénoncer. Maintenant, quand on dénonce et qu'on n'a que le système de justice pour le traiter, bien, le système de justice ne peut pas nécessairement ou ne devrait pas s'occuper de toutes les problématiques sociales dans une communauté. Sinon, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on dit à toutes les fois qu'on a un problème dans la collectivité, bien, on va demander au système de justice de le régler. Mais le système de justice n'a pas nécessairement l'ensemble des compétences pour être capable d'aider des gens à traiter leur situation. Donc, il faut que le système de justice s'occupe de ce qui lui convient le mieux comme situation. Il faut qu'il y ait d'autres types d'instances qui existent pour régler d'autres dimensions où les gens vivent des conflits. C'est là que le système de justice est en train d'ouvrir à autre chose. Et c'est ce qu'on fait, nous, chez Equijustice Estrie. Alors, donc, quand je vous dis ça aussi, à l'intérieur du système, il y a des juges, des avocats qui travaillent aussi à apporter des idées innovantes. Il ne faut pas... je vais y aller avec les liens du cerveau, là. Un avocat, c'est malhonnête. Mais c'est faux. C'est faux. Je connais des avocats qui... En fait, dans les policiers, chez les médecins, il y a des gens qui sont... il y a des gens qui sont... j'ai plein d'affaires pour tenir mes papiers, puis ils ne vantent même pas. Bon. Il y a comme quelque chose, là. Bon. Donc, peu importe là, ce qu'on fait dans la vie, on est des êtres humains et personne ici présent n'est parfait. Et parfois, des fois, on n'est pas bon, puis des fois, on est meilleur. Puis ça ne fait pas en sorte qu'on a à se condamner complètement sur des comportements qu'on a. On est plus que nos comportements. Donc, il faut faire attention, encore une fois, à comment on perçoit les choses. Et il y a des avocats, des juges qui travaillent là-dessus, il y a des criminologues qui travaillent là-dessus, on travaille là-dessus. Il y a plein de monde qui travaille pour améliorer ces trucs-là. Alors, je vous parle un peu d'Equijustice. Il me reste combien de temps? Parce que je me suis mis à un show, je ne suis même pas. Je suis stressé. Non, c'est pas vrai. Une demi-heure. Il me reste une demi-heure. OK. Ça va vraiment valoir le 1000 $ qu'on me paye pour faire ça ce matin. Alors, nous, on développe, le réseau Equijustice, on développe une justice équitable. Si on a mis Equijustice, donc si on a mis le préfixe Equi devant justice, moi, quand on a fait ce travail-là avec une firme de com, ça a duré 3 ans pour arriver à, parce qu'on s'appelait Le Pont, organisme de justice alternative avant. Hein, on a 30 ans, on était en haut du blabla pendant 25 ans. Et là, Equijustice, ça parle plus. Et le préfixe Equi ne devrait pas être là. Parce que d'emblée, la justice, ça devrait être équitable. Si on le met, c'est parce qu'on vient dire il y a quelque chose à aller gagner encore qu'on n'a pas encore gagné depuis des millénaires. Alors, c'est pour ça qu'il y a le préfixe Equijustice. Et là, je vais vous parler de... donc, en fait, dans la mission, on développe une justice équitable et accessible à tous pour leur permettre aux gens de participer à la gestion des difficultés qu'ils vivent en collectivité. Donc, on travaille avec des situations qui relèvent du code criminel, des situations qui relèvent du code civil. Il y a des gens qui appellent directement à nos bureaux pour qu'on les aide à gérer leur situation, des gens qui décident de ne pas aller dans les tribunaux. Il y a des tribunaux qui nous orientent des situations et ça va du conflit de voisinage, de clôture, de neige, etc., jusqu'à agression sexuelle et violence conjugale. Donc, toute cette espèce de spectre-là, on le couvre, mis à part la médiation familiale qui est déjà un acte réservé. Il y a juste la médiation familiale qu'on ne touche pas. Donc, il y a plein de gens qui font appel à Equijustice dans toutes sortes de situations, dont les tribunaux et les policiers et les avocats, etc. Donc, je vous parle de 3 grandes réalisations. Là, on est dans l'innovation. 3 grandes innovations. 2 au début des années 2000 et la dernière ces années-ci.
Alors, premièrement, c'est juste pour vous dire qu'Équijustice, c'est un organisme à but non lucratif. Hein? C'est un organisme communautaire. On n'est pas un organisme réseau avec un gros pouvoir mais on a une structure qui nous permet d'avoir assez les coups des franges. Puis, comme organisme à but non lucratif communautaire, bien, on a un conseil d'administration qui sont des citoyens. Donc, on est des organisations citoyennes. Juste pour vous dire que je viens de vous dire que c'est possible de changer des choses quand on est dans une organisation comme ça. Première grande réalisation, c'est que au milieu des années 2000, il y a une loi qui fait en sorte que les adolescents sont responsables de leurs crimes qui existent depuis 1984. Donc, un adolescent de 12 à 17 ans qui commet un crime va être reconnu possiblement responsable de ce crime-là, devra faire face à la justice puis avoir des sanctions. Mais ce n'est pas la même manière de travailler qu'avec un adulte. Parce qu'on a décidé, puis encore une fois, là, ça c'est encore une trick du cerveau, là. On a décidé au Québec qu'on traitait les adolescents de manière différente que les adultes. Mais je peux vous dire que dans le monde, il y a des endroits dans le monde où l'adolescence n'existe pas. Juste pour vous dire comment des fois on peut prendre les affaires pour acquis, là. Bon, fait que quand vous dites que mon adolescent est difficile, là, ben, c'est peut-être pas l'adolescence, c'est peut-être d'autres choses, on appelait ça de même, puis ailleurs, il est peut-être difficile, mais c'est pas ça. Puis bon, c'est juste pour dire comment il faut se nuancer l'esprit quand on regarde des choses. Alors, on a amené au début des années 2000, on a convaincu le système de permettre la médiation pénale où des jeunes contrevenants ou des jeunes délinquants pouvaient discuter, échanger avec leurs victimes pour trouver une manière de réparer le geste qu'il a commis envers la victime. Donc, on apporte là la justice réparatrice, la gestion du conflit, et on apporte là aussi la participation active de la personne victime. Donc, on va la consulter pour voir si elle est intéressée à établir une communication avec le contrevenant. Si oui, elle va avoir une place aussi importante que le jeune contrevenant pour régler des situations criminelles. Première chose qu'on a amenée dans le système, au Québec. Deuxième chose, à peu près au même moment, on a développé la médiation citoyenne. La médiation citoyenne, c'est des groupes de citoyens qui, bénévolement, reçoivent une formation d'Équijustice pour devenir médiateurs bénévoles et vont répondre à des demandes d'autres citoyens qui ont des conflits, mais davantage, on va retrouver davantage des conflits dans la sphère civile, malgré que des fois, il y a des petits trucs criminels qui arrivent, mais on va trouver des conflits comme conflits de voisinage de toutes sortes, conflits locataires-propriétaires, des fois, ça touche un conflit d'affaires, dans une organisation, des groupes de citoyens qui ne s'entendent pas. Tout ça, on a 2 unités de médiation citoyenne qui sont à Sherbrooke. Donc, il y en a une qui existe depuis 2003. Il y en a une à la Fédération des coopératives d'habitation. Donc, dans les coopératives d'habitation, il y a aussi des gens qui font de la médiation de manière bénévole. Il y en a une dans le Memphremagog. Il y en a une à Merci de Quaticook. Et on est en train d'en implanter une tranquillement dans le Val-Saint-François. Donc, c'est des bénévoles formés qui, avec la collaboration des organismes et des policiers, peuvent aider les autres à régler des conflits de manière privée, plus intime que de porter plainte puis de faire partir toute la machine. Donc ça, c'est une autre innovation. Et la dernière innovation qui date, qui est tout récente, c'est que, tantôt, je vous disais que on est plus ouvert avec les adolescents que les adultes. Donc, vous pouvez, mettons, si j'y vais vraiment, là, by the book, là, on est plus ouvert avec quelqu'un qui a 17 ans et demi qu'avec quelqu'un qui en a 18. Des fois, nous autres, on le voit, là. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux, mais je veux dire, on a coupé ça comme ça, puis c'est ça. Donc, ça fait presque une vingtaine d'années qu'on propose un programme au ministère de la Justice. Je dis presque une vingtaine d'années, quand je disais que c'était long. Et là, on peut maintenant, au Québec, permettre à des adultes qui ont commis certaines infractions de ne pas avoir de casier judiciaire s'ils font une démarche de réparation envers la victime ou la collectivité. Ça, c'est nouveau. Donc, il y a des adultes qui nous arrivent à notre travail, ils ont été accusés d'une infraction, et là, ils disent
je peux réparer. Si je répare, je n'aurai pas de casier judiciaire. Je vais vous expliquer quelque chose d'important, c'est qu'il y a plusieurs situations criminelles, il y a plusieurs délits qui se retrouvaient, où des adultes se retrouvaient avec des casiers judiciaires, ou même se ramassaient au centre de détention. Mais ces personnes-là, même si c'est des contrevenants ou des délinquants, ces personnes-là avaient un travail, parfois avaient des jeunes enfants, avaient une blonde, peut-être un appartement, sûrement un appartement payé, peut-être une maison. Et là, tout d'un coup, la réaction sociale du système devient pratiquement plus néfaste que le délit que la personne a commis, qui est peut-être un vol à l'étalage dans une épicerie. Alors là, on est en train de changer ça, heureusement. Et là, en plus, les personnes victimes ont accès, parce qu'elles sont aussi importantes dans ce programme-là. Donc, les personnes victimes peuvent participer et avoir droit, avoir accès, en fait, à la réparation. Donc ça, c'est une grande innovation actuellement, sauf qu'au Québec, on était la seule province du Canada qui n'avait pas un tel programme. Donc, ça a pris du temps avant de convaincre. Mais sauf que c'est notre programme, mon réseau, qui a proposé ces choses-là. Donc, si on parle d'innovation, voilà de l'innovation dans le cadre du système de justice. Il doit me rester 15 minutes à peu près? Oui, c'est ça. Bon. Donc, ça, j'en ai parlé. Ça, j'en ai parlé. OK. Qu'est-ce qui, selon moi, s'en vient? En fait, je vais faire une blague, ça me tente tellement de la faire. Ça fait 30 ans que je travaille chez Equijustice Estrie. Évidemment, j'ai commencé à 15 ans, comme vous pouvez le voir. Ça fait 30 ans que je travaille sur la Wellington Sud. Alors, les innovations dans le système de justice depuis 30 ans, là, ça va au même rythme que les transformations de la Wellington Sud. Je le dis un peu à la blague, mais n'empêche que ce que j'ai vu, moi, au centre-ville, c'est les marquises qui ont disparu sur Wellington Nord. J'ai vécu ça. J'ai vécu le nouveau pavé sur Wellington Sud. Après ça, il n'y a plus rien eu. J'ai vu les Hells Angels disparaître, puis personne reprendre le flambeau de la vie nocturne. J'ai tout vu ça. Mais on est encore quand même 30 ans plus tard. Fait que ça ne va pas plus vite, ni dans mon milieu, ni avec la justice. Il faut que je vive avec ça, là. Pas facile. Pas facile. OK. Donc, ça, j'ai dit ça. Ce qui est en train de se faire, il y a eu des transformations dans le code civil, il y a des transformations dans le code criminel, dans la manière de faire de la justice, dans le système. C'est des bonnes nouvelles. Ce sont de bonnes nouvelles. L'autre chose, c'est qu'il y a des instances comme Equijustice, comme d'autres instances. Il y a des centres de justice de proximité dans certaines villes. Il y a d'autres types d'organisations qui sont là ou qui naissent pour être capables de favoriser de la justice et de la gestion des conflits de manière plus relationnelle, de manière à couvrir des dimensions de l'être humain qui ne sont pas couvertes lorsqu'on passe devant les tribunaux. Donc, les gens, des fois, ressortent avec les tribunaux et il y a plein de choses de pas réglées. Des fois, quand ce n'est pas réglé, ils ressortent des tribunaux, ils viennent chez nous pour essayer de les régler. Des fois, c'est avant d'aller au tribunal. Donc, il y a des nouvelles instances qui existent ou qui étaient là, puis qui attendaient juste qu'on s'aperçoive qu'ils étaient présentes, puis que tout d'un coup, on les utilise. L'accessibilité à la justice est en train d'augmenter, ce qui est une bonne nouvelle. Les citoyens qui veulent participer à la justice peuvent le faire en s'impliquant dans ces organisations-là, en devenant des médiateurs bénévoles. C'est possible. La médiation est de plus en plus utilisée. Et je vais dire la médiation, mais je vais dire les médiations, parce que la médiation, ce n'est pas une seule chose. On pratique chez nous, ça veut dire quelque chose, la médiation. En médiation familiale, c'est différent. En médiation en affaires, c'est différent. Donc, c'est différents types. Nous, on travaille dans une approche relationnelle. Ce n'est pas tout le temps ça ailleurs. Ça dépend des choix qu'on fait comme approche. Donc, ça aussi. Et il faut sortir du mode, là, je fais appel encore à votre cerveau, il faut sortir du mode d'affrontement. Il faut sortir du mode vindicatif. Il faut sortir du mode gagnant-perdant. Je vais appeler mon avocat. Ah, j'ai le meilleur avocat. Tu vas perdre. Tu vas voir, tu ne trouveras pas ça drôle, tu vas perdre. Tu veux gagner, même parfois quand on a tort,
Parce qu'on n'a pas tout le temps raison à 100%. Puis, ça ne dérange pas si l'autre souffre. Moi, je me souviens d'une situation qui avait été médiatisée à Deauville. C'est pour ça que j'en parle, parce que ça a été médiatisé. Ça fait très longtemps de ça. Deux voisins se connaissaient. Tout d'un coup, il y en a un qui décide d'enlever la headset qui est entre les deux. Ça ne fait pas l'affaire de l'autre. Ça s'envenime. Il y en a un qui prend un avocat, s'en va au civil avec ça, 15 000 de frais. Les voisins ne se parlent plus. Donc, des situations comme ça, il y en a plein. Donc, redonner du pouvoir aux gens de se parler, le faire en étant accompagné d'une instance comme la nôtre s'ils en ont besoin, aller au-devant dans le dialogue et non pas dans une perspective d'affrontement. Je vais appeler la police tout de suite, je vais appeler le propriétaire, je vais appeler l'avocat. Puis eux autres, ils vont régler ça à ma place. On n'est plus là. Il faut que vous le preniez, puis vous vous en occupiez, puis vous allez avoir de l'accompagnement pour le faire. Donc, il faut que les situations s'orientent à la bonne place. Tantôt, je le disais, si le système de justice avait les bonnes situations à traiter, et si les autres instances ont les bonnes situations à traiter, eh bien, c'est comme un peu le système de santé. Hein, quand on a dit « Ah, les infirmières, devraient-tu prendre un peu plus d'actes? Ça devrait être le médecin qui garde tout? » Ou « Les pharmacies, devraient-tu prendre un peu plus de responsabilité? » C'est ça un peu l'idée, là. C'est de dire peut-être que d'autres instances pourraient s'occuper de certaines situations, puis on aura un accès beaucoup amélioré, en fait, à ces services-là. Donc, je vous donne des exemples d'innovation importantes. Je vous l'ai dit, qu'on travaillait en agression sexuelle, violence conjugale. Ça fait à peu près juste 3 ans, 2 ans, mettons, 2 ans qu'on travaille là-dedans, parce qu'aujourd'hui, les groupes qui travaillent avec les femmes victimes de violences conjugales puis d'agression sexuelle se sont aperçus que même si on portait plainte dans le système de justice, les personnes victimes avaient de grandes difficultés à traverser ce système-là. Il y a les 4 femmes des partis, des 4 partis politiques qui sont en train de travailler à un comité pour essayer d'améliorer la justice sur ça. C'est merveilleux. Et là, on a développé, nous, des collaborations avec tous les groupes qui travaillent avec ces femmes-là et ces hommes-là, parce qu'il y a des hommes aussi. Et on a des demandes de personnes qui vivent ces situations-là, qui décident de ne pas aller vers les tribunaux pour régler ça de manière privée, intime. Donc, ça, c'est une innovation. Même chose pour les aînés. Abus, maltraitance, intimidation envers les aînés, même chose. On a un programme qui vient permettre aux aînés qui sont... En fait, là-dedans, c'est important parce qu'il faut que je vous... Ah, là, ça, c'est mon timer qui vient de... C'est bon. Il me reste plus de temps ou il m'en reste? Il reste un petit peu. Bon, alors, il y a du relationnel dans les situations de maltraitance, intimidation chez les aînés. Ça se passe avec des membres de la famille. Il y a des dimensions que le système de justice ne touchera pas. Les gens préfèrent essayer de régler ça de manière plus privée. Agression sexuelle, même chose. Il y a du relationnel. Violence conjugale, il y a du relationnel. C'est ces dimensions-là lesquelles il faut se préoccuper. D'autres choses que je vous donne comme exemple, ça j'en ai... le PAGSM, qui est le programme d'accompagnement justice en santé mentale. Très nouveau. Les gens qui ont des difficultés de santé mentale, qui commettent un délit avant, c'était le système by the book, sans considérer la problématique de santé que ces gens-là ont. Aujourd'hui, avant que la personne passe devant un juge, il va y avoir un groupe, avocats, procureurs, travailleurs sociaux, qui vont travailler avec la personne pour qu'elle prenne un engagement de santé envers elle-même. Et si elle prend cet engagement-là et elle le fait, elle n'aura pas nécessairement de conséquences judiciaires lourdes pour elle. Donc, on considère que l'aspect de la santé est important en justice. Mais c'est récent, là, c'est tout nouveau. Il y a aussi des travailleurs sociaux qui travaillent avec les patrouilleurs de la ville de Sherbrooke. Ça, c'est nouveau. Nous, on a travaillé avec les policiers de la sécurité des milieux dans certaines situations. C'est nouveau. D'autres nouveautés, la légalisation du cannabis. La légalisation du cannabis, c'est la prohibition des années 30 pour l'alcool. Ça s'est passé dans les années 30. C'était illégal de prendre de l'alcool. Il y avait plein de monde qui en prenait puis qui s'en fabriquait eux-mêmes. Puis
Puis il y avait du monde qui mourait des alambics qu'ils fabriquaient dans le sous-sol pour boire de l'alcool. La santé n'était pas nécessairement trop présente. Le cannabis, bien, on est en train de dire, en fait, scientifiquement, le cannabis est moins pire. Je ne parle pas des enfants, là, mais chez les adultes, le cannabis est moins pire que l'alcool. Donc, mais de l'alcool, on est capable de s'en procurer partout. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut comme aller chercher des informations pour essayer de comprendre. Est-ce qu'avant, le consommateur de cannabis, c'était un drogué? Tu sais, on va dire, c'est un drogué. Ah, ça, c'est des drogués. Ils sont dans le parc, une gang de drogués. Là, d'un coup, c'est légal. Là, c'est plus ça. Donc, comment on réagit quand on voit des nouvelles? C'est important de vous dire vous-même comment vous réagissez à ces choses-là pour changer votre manière un petit peu de voir ces choses-là. Au Portugal, toutes les drogues sont légales. Ils n'ont pas plus de problèmes. La peine capitale, donc la peine de mort, est en baisse de 31 %. Sauf, je ne veux pas dire juste sauf, il y en a quelques pays, mais où ça augmente, c'est aux États-Unis et en Chine. Il y en a d'autres places aussi, là, tu sais. Bon. Mais il y a quand même une baisse globale de 31 % de la peine capitale. J'ai rencontré un criminologue dans l'ouest du pays qui travaille depuis, lui, au moins 40 ans en justice réparatrice. Il a comme projet de créer une maison, on va le dire comme ça, pour que les détenus à vie des pénitenciers qui sont en fin de vie puissent avoir accès à un endroit pour finir leur jour de manière avec plus de dignité. Donc, faire sortir les détenus en fin de vie, les envoyer dans une maison où ils vont finir leur jour d'une manière un peu plus digne, c'est des projets. J'en ai parlé avec la personne. En Finlande, il y a une prison sur une île, pas de gardien de prison, pas de porte, pas de serrure, pas de clé. C'est une mini-société où les détenus, même qui sont condamnés pour meurtre, ils vivent ensemble, ont des dépanneurs, travaillent, cultivent des jardins. C'est comme une petite ville. Puis s'ils prennent la rivière pour se sauver l'autre bord, ils envoient la personne dans la prison traditionnelle, fait qu'ils préfèrent rester là. Puis ils ont des visites. Puis la Finlande a été à une époque un endroit dans le monde où le taux d'incarcération était très, très élevé. Ils ont baissé le taux d'incarcération et ça n'a absolument eu aucun impact sur la criminalité, sur les chiffres de la criminalité. Donc, il y a moyen de voir les choses autrement, évidemment. Alors, je finis en vous disant que si vous-même, vous commencez à voir les choses autrement, puis que vous soyez capable de vous dire qu'une personne qui a commis un crime, elle ne devient pas son crime, c'est une personne qui a commis un crime. Fait que on a la majorité, tous les adolescents ou presque, là, 95% et plus, là, ont commis une infraction dans leur vie. Donc, on va-tu dire que les adolescents sont criminels? Non, on ne dira pas ça. Donc, ça arrive dans nos vies, ça peut arriver, puis on n'est pas qu'un criminel pour ça. Donc, voyez les gens comme des personnes, autant les personnes victimes, tout ça, et faites en sorte de ne pas condamner trop vite quand vous êtes devant des situations, que vous vivez des situations. Prenez un pas de recul, puis vous avez de plus en plus le pouvoir de participer dans les processus de justice, qu'ils soient dans le cadre du système ou à l'extérieur. Bien, prenez-les, ces opportunités-là, puis allez-y. Donc, je crois que ça pourrait terminer. Je pense que je suis pas mal vers la fin. Fait que j'avais d'autres choses, mais c'est pas grave. Fait qu'on pourrait aller vers les questions. C'est bon? Ça vous va? OK. Donc, avez-vous... Bien, merci. Alors, si vous avez des questions, j'ai quelqu'un qui j'ai invité pour y répondre. Non, allez-y. Avez-vous des questions, commentaires, des désaccords? Peut-être que ça touche certaines personnes qui se disent « C'est quoi cette affaire-là? » Oui. Qui m'est passé par la tête tantôt, quand vous parliez de conflits, si on pense à l'intimidation dans les écoles, puis des fois il y a des victimes, puis il y a des gens qui font de l'intimidation, est-ce que c'est un secteur où vous avez eu à apporter votre aide ou quelque chose qui serait à développer avec les écoles? En fait, oui, on intervient, mais on intervient sur demande.
sais, on n'a pas de programme dans toutes les écoles, là, mais on intervient sur demande. Et moi, ce que je me rends compte, c'est quand la direction d'école est ouverte à traiter la situation comme ça va bien. Mais des fois, les écoles sont comme nous autres, là. Il faut que ça marche, pragmatique, on n'a pas le temps de niaiser, fait qu'on va le traiter de manière pénale parfois, ces situations-là. On va dire, je vais prendre l'intimidateur, c'est lui, puis je vais le suspendre. Je vais l'expulser de l'école, je vais le suspendre. Mais pendant qu'il est suspendu, là, il ne se crée rien, là. Il n'y a rien qui se construit pendant qu'il était... C'est là qu'il faut faire quelque chose quand il y a des situations comme ça. Mais oui, on le fait. Des fois, on le fait aussi avec des groupes. Des groupes d'intimidateurs. Je ne veux pas dire d'intimidateurs et d'intimidés parce que des fois, c'est clair, des fois, c'est pas clair. Juste pour vous dire, là, des fois, on a des gens qui ont fait des voies de fait, là, qui ont frappé une personne. On rencontre la personne qui a frappé l'autre. Tu ne peux pas frapper une personne. On a décidé là, que ça ne se faisait pas. Mais quand tu écoutes le récit de la personne, tu le dis pas, là. Mais maudit qu'il a été patient, puis moi, j'y en aurais sacré une bien avant. Tu sais, mais sauf que tu ne peux pas faire ça. Fait que maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour que ça se répare? Fait que quand les personnes arrivent à dialoguer, bien, à un moment donné, ils prennent un peu leur part des choses, puis ils mettent de la nuance là-dedans, puis réussissent à faire quelque chose, puis après ça, ça risque davantage de s'estomper. Même chose pour l'intimidation dans les écoles. Oui? Y a-t-il des situations que les deux personnes sont dans les motifs et c'est impossible de les rapprocher, les ramener? Je te dirais que, je vais te répondre que j'ai pas vu ça. Ce qui est important de dire que j'ai pas dit, parce que je ne suis pas allé là, dans le détail, c'est que quand on prépare des gens au dialogue, la préparation va durer autant de temps que ça a besoin de durer. Et on suit les personnes. Les personnes n'embarquent pas dans un programme où on dit, bon, vous avez 3 rencontres de préparation, plus une rencontre. C'est pas ça. La personne arrive, est accueillie, et elle va nous dire vers où elle veut aller, et on va l'accompagner là-dedans et la préparer, et tout est dans la préparation. Donc, c'est vraiment dans la préparation où c'est là qu'on va constater si les gens sont à même de pouvoir communiquer entre elles. Puis ils ne sont pas obligés de communiquer entre elles face à face. Ils peuvent le faire par des moyens techniques aussi, par lettres. Donc, c'est ouvert, là. Ça répond? Oui. Oui? Pouvez-vous me donner un exemple d'une façon dont vous réglez les situations sans appliquer le code pénal pour quand même que la victime se sente mieux puis la personne qui a fait le méfait, en fait, pas soit punie, mais tu sais, qu'on soit... Oui. Alors, est-ce que tout le monde a entendu? OK. Donc, ce que j'aime dans ta question, c'est que tu as dit, peux-tu me dire une manière dont on règle? Ça, j'aime ça parce qu'on ne règle pas, nous. C'est les gens qui vont participer à gérer leur situation. Des fois, elle va se régler, des fois, elle ne se réglera pas. Ou elle ne se réglera peut-être pas comme il l'avait peut-être pensé au départ, ça chemine, ça avance. Les gens, là, d'une rencontre à l'autre, là, ils ne sont pas à la même place. Hein? Première fois qu'on les voit, deuxième fois qu'on les voit, ils cheminent, ils avancent. Donc, il y a plein de situations qui se gèrent bien, qui ne passent pas dans le système de justice. Tu veux un exemple, c'est ça que tu veux, hein? Un exemple. Là. Pierre cherche un exemple. Alcool au volant? Non, pas alcool. Donne-moi-en donc une, Sandy. Bonjour. Ben, tu peux, si tu parles, tu viens là. À cause que... Parce que moi, je pratique pas. Tandis que Sandy, elle pratique énormément dans toutes sortes de situations. Fait que je pense qu'elle est mieux placée que moi pour le... Bonjour. En fait, c'est pas rare qu'on demande des exemples parce qu'on veut être sûr que tout le monde ressort de là avec j'espère qu'il a compris puis il le refera pas. Nous, on fonctionne pas comme ça. Mais si la victime dit moi j'ai 2 questions, c'est ça, je veux pas porter plainte, mais il y a 2 questions. Pourquoi il m'a fait ça quand il m'a dit que j'étais importante pour elle, pour lui? Ben moi je l'accompagne là-dedans. Puis pour reprendre, si l'émotivité est là, c'est une démarche volontaire. Donc, jusqu'à la dernière minute, si tu dis finalement, c'est pas ça que je veux, je vais t'accompagner là-dedans, puis je serai pas en train de dire, ben tu sais, avec tout ce que tu as fait, il faudrait le faire. Donc, si les gens, ma job, moi, c'est de m'assurer après l'échange, est-ce que c'est satisfaisant pour toi? Est-ce que pour toi, la victime et l'agresseur, ou peu importe, vous êtes satisfait?
Mais des fois, il y a eu plainte, puis ils viennent plus tard parce qu'il y a 2-3 questions qui n'ont pas eu de réponse. Puis des fois, c'est le choix qu'ils font. Fait que moi, je suis pas là pour déterminer, bon, j'espère que tu vas pas leur faire, t'as compris. C'est pas un espace pour que la victime s'exprime puis que le contrevenant soit sensibilisé. Le contrevenant a vécu quelque chose aussi, puis il y a un espace. Fait que dans la préparation, qu'est-ce que tu penses qu'il veut dire? Pourquoi qu'il veut faire cette démarche-là? Parce que c'est volontaire. Je parle de tout le délit à caractère sexuel un peu plus. Violence conjugale, ça fait 25 ans, puis elle a décidé de ne pas porter plainte, mais ça suffit. Donc, j'ai pas de garantie, puis je fais pas de suivi, je vais le dire comme ça, après-vente. Bon, dans un mois, as-tu refait ça? Ils prennent l'outil qu'ils ont besoin, donc moi, pour les préparer. Parce que tout le monde peut se parler dans la vie, hein. Moi, j'ai eu quelqu'un qui a commis un homicide il y a plusieurs années, puis la victime a dit, on va aller s'asseoir au Tim Hortons, puis on va aller se parler. Pas la victime, l'ami de la victime. OK? Mais je vais juste dire que les gens peuvent aller cogner chez tout le monde puis dire, viens ici, on va se parler. Quand ils viennent cogner chez nous, c'est qu'ils veulent bien faire les choses puis ils veulent prendre le temps de se préparer. Parce que Pierre l'a dit, il y a des liens, une relation. Ça va? Moi, ça, c'est pas juste. Applaudissez pas Sandy. C'est moi qui... J'ai eu mon moment. Autre commentaire et question? Donc, on n'a pas donné d'exemple typique, par contre, mais tout, tu sais, autant dans du vol, dans de l'agression sexuelle, dans un conflit de voisinage, dans nommer les types de délits ou de crimes que vous pensez où il y a des victimes et des contrevenants, puis on peut avoir une histoire pour chacune d'elles. Donc, on envoie des situations. On travaille dans toute la région aussi de l'Estrie, là, pas juste à Sherbrooke, donc on couvre large. Donc, voilà. Oh, oui? Une question, est-ce qu'il arrive des situations où le contrevenant préfère aller en justice traditionnelle que de faire face à la victime? C'est rare parce que quand le contrevenant se fait bien expliquer, c'est quoi? C'est tout le sens qui est rattaché à cette démarche-là. C'est parfois très stressant et difficile de faire face à la victime, plus que, pour certaines personnes, je ne veux pas généraliser, mais ça peut être plus qu'aller faire 40 heures de travaux communautaires dans une organisation à but non lucratif. Mais ça fait beaucoup plus de sens si la victime est disponible à échanger et à avoir réparation. Puis des fois, les contrevenants sont très sévères envers eux-mêmes. Des fois, ils vont offrir de la réparation qui... Le contrevenant est très sévère, puis la victime un peu moins. Parce que quand les gens se rencontrent, c'est comme si la victime avait un fantasme. Je vais vous donner un exemple de vol, puis d'introduction par effraction dans une maison, puis de vol. Il me connaissait dessus. Il a vu les photos de mes enfants. Il va-tu revenir? C'est qui? Et là, tu as tout un fantasme, tu as toute une idée que tu te fais de la personne. Puis de l'autre côté, tu as quelqu'un qui est rentré là, puis qui avait un objectif, c'était de ramasser du stock pour le revendre. Puis lui, c'était tout. Fait que quand il se voit, tu as la victime qui fait « OK ». Puis tu as le contrevenant qui fait « Oups ». Ça a vraiment comme... Fait que là, c'est comme si dans le dialogue, il y a quelque chose qui vient jouer là. Et à partir de ce moment-là, ils sont capables de, je vais dire, négocier une réparation équitable. Puis équitable, ça veut dire que les deux y ont participé. Et comme Sandy le disait, c'est qu'ils sont satisfaits de l'entente qu'ils ont prise. Mais l'entente qu'ils prennent ne peut pas dépasser comment je pourrais dire ça, la question du droit. Tu sais, on est dans le système de justice, on ne peut pas... Je vais vous donner un exemple. Si une victime dit je veux que tu viennes à 3 fins de semaine, puis je vais te donner 25 coups de fouet dans ma cour en arrière, c'est pas prévu, ça. Pas prévu dans le code. Donc, il y a des limites pour pas que les gens exagèrent. Dans la préparation, ces limites-là leur sont expliquées, puis ils vont travailler à l'intérieur de ces limites-là. Mais ils vont ressortir de là avec une entente qui est équitable pour les deux. Autres commentaires et questions? Ça va? Terminé? Merci. Merci encore. Merci beaucoup.